Bonjour à tous, rebonjour plutôt. Je suis particulièrement heureux du moment qui s'ouvre aujourd'hui parce que pour la première fois, nous accueillons ici à Medfeld les prévisions de récolte, d'emblavement, on dit, de pommes de terre. Pourquoi je suis heureux de ce moment? Parce que vous le savez, une des particularités de Medfeld, c'est les prévisions de récolte de fruits d'été, pêche, nectarines, abricots et melons. Et aujourd'hui, pour la première fois et j'espère pour de longues années, nous accueillons la pomme de terre. Alors, pour parler de tout cela, j'accueille Victor Pfaff, qui est le secrétaire général du NEPG. Il vous expliquera ce que c'est. Bonjour Victor. Bonjour. Voilà, bonjour. Et Alain de Keker, qui est le secrétaire général de l'UNPT, qui est l'Union nationale des producteurs de pommes de terre et qui est membre du bureau du même NEPG. Bonjour. Bonjour. Alors, Victor, qu'est-ce que c'est d'abord le NEPG ? NEPG, c'est le micro, voilà. Northwestern European Potato Growers. C'est une organisation créée pendant 15 ans passés pour... un peu plus fort. Pour échanger l'information du marché, l'information de prix, l'information de récolte entre les 5 grands pays de pommes de terre. Ça veut dire... Qui sont les pays ? La France, bien sûr, Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Angleterre. Royaume-Uni. Oui, Royaume-Uni, c'est vrai. Excusez-moi. Ouais. Victor, comme son accent ne l'indique pas, nous vient des Pays-Bas. Oui, moi je viens près d'Amsterdam et je suis très heureux d'être ici sur le Medfeld. Donc, qu'est-ce que représentent ces 5 pays producteurs dans la production européenne et surtout dans le commerce européen des pommes de terre? Oui. Nous représentons les producteurs. Pour la France, c'est le UNPT. Et nous ne sommes pas une organisation politique. C'est peu un groupement pour échanger des informations entre les cultivateurs. Parce que maintenant, en Europe, ce n'est pas pays par pays. On doit regarder, étudier la cultivation de pommes de terre plus grande dans un niveau européen. Et ce sont les 5 pays les plus grands pour la cultivation de pommes de terre. Alors, Alain de Keker, quel est l'intérêt pour un syndicat professionnel de producteurs comme le vôtre d'être dans cette structure? L'intérêt pour nous en tant que syndicat donc UNPT, c'est de participer à des échanges qui sont francs et loyaux, qui sont sincères et qui anticipent le marché. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que bien souvent, ce sont les producteurs qui pensent, qui ont le plus d'informations. Or, on s'aperçoit souvent que leurs acheteurs ont plus d'informations sur l'état de la production que les producteurs. Et donc par rapport à ça, avant la création du NEPG, on essayait de discuter dans le cadre du COPA des prévisions de marché, de récolte, d'emblavement et tout ça. C'était un peu compliqué parce que on était nombreux. On n'était pas forcément tous des représentants d'organisations de producteurs, ce qui fait que les échanges n'étaient pas toujours fructueux. D'ailleurs, parfois, on était même dans un gros jeu de poker menteur. Et donc, c'est comme ça qu'est arrivée un peu la création du NEPG. Le NEPG, les surfaces dans le cadre du NEPG représentent à peu près plus de 50% de la production européenne, mais 90% des échanges. Voilà, donc ça c'est les deux chiffres à retenir, 50% de surface et 90% du commerce intercommunautaire. Et une très grosse proportion de pommes de terre livrées vers l'industrie de transformation. Oui, ça on y reviendra parce qu'effectivement, dans la pomme de terre, il y a la pomme de terre de tous les jours et puis la pomme de terre livrée aux entreprises, aux usines. Bon, alors, comment vous fonctionnez pour faire vos prévisions, Victor ? Nous avons souvent des réunions ensemble, nous échangeons l'information. Et très important pour nos producteurs d'avoir une idée, et aussi pour toute la chaîne jusqu'aux consommateurs, d'avoir une idée de l'emblavement maintenant.
Et maintenant, 95% de tous les pommes de terre sont plantées. C'est très tôt parce que c'est encore avril. Alors maintenant, tous les membres du NEPG ont fait une estimation pour l'emblavement pour la nouvelle saison. Donc là, on connaît les surfaces plantées pour la campagne prochaine. Alain? Alors, on ne connaît pas vraiment les surfaces plantées, on connaît les intentions de plantation pour la surface prochaine. Les surfaces plantées, on va les connaître en mai-juin, on va dire. Lors de notre prochaine réunion, nous échangerons là-dessus, et là, ce sera des surfaces, on va dire, définitives, mais on connaît des intentions de plantation, des tendances, voilà, qui probablement seront très très proches de la réalité, quoi. Oui, vous me rassurez, ce qu'on va dire aujourd'hui, Oui. ce ne sera pas démenti dans Non, 2 pas mois. du tout, Bon. pas du tout. Juste avant de lever le voile et le secret sur ces prévisions, je précise que Innovation Medfeld 2017, à la fin du débat, il y aura une possibilité de questions et d'échanges avec les participants. Donc voilà, c'est à partir de ce débat sur la pomme de terre que nous allons l'inaugurer. Alors Victor, maintenant, je vous laisse dévoiler les prévisions d'emblavement de pommes de terre pour la campagne 2017-2018. Oui, merci. Parce que maintenant, c'est l'emblavement pour les 5 pays. Hein. Oui. N'oubliez pas, pour tous les pommes de terre de consommation. Ça veut dire les primeurs, les pommes de terre du table, mais principalement les pommes de terre qui vont à l'industrie transformatrice. Il y a la pomme de terre primeur, la pomme de terre de consommation, la pomme de terre pour l'industrie. Il n'y a pas les plants et il n'y a pas la fécule. Voilà. On est Voilà. bien d'accord. Oui. Donc voilà, allons-y. Et maintenant, nous voyons que le total emblavement se augmente avec 3,6% contre l'année passée. Et en comparé avec le 5 en moyenne, une augmentation de 7,4%. Donc une tendance haussière affirmée. Oui, absolument. Et où sont les grandes augmentations? C'est en France et Oui. principalement en Belgique. Donc 2 pays qui sont en hausse, la France et la Belgique, principalement. Oui, aussi les autres pays. autres, tout le monde est en hausse. Oui, partout, sauf le Royaume-Uni. Là-bas, c'est stable. Mais aussi les autres pays, mais spécialement la Belgique. Par exemple, quand on prend le 5 ans moyenne, la Belgique a 25% d'emblavement plus. Et la France, 11,5% plus d'emblavement comparant le 5 ans moyenne. Alors Alain de Keker, quelle est votre première réaction et premier commentaire à ces chiffres qui sont quand même importants? Une production qui augmente d'un quart dans un pays et de 10% dans un autre, c'est rare. Ce qu'il faut savoir, c'est que la production, c'est la surface par le rendement. Ici, on est sur une augmentation de surface de 3,6% par rapport à l'année dernière et une augmentation depuis sur la moyenne des 5 ans qui est importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne prédit pas forcément une récolte dans les mêmes proportions. Parce que l'impact du rendement sur la production est beaucoup plus important que l'impact des surfaces. On peut estimer que l'augmentation des surfaces représente à peu près 20% de l'impact sur la production. L'impact du rendement représente à peu près 80% sur la production. C'est-à-dire que actuellement, ce qui va faire la récolte, ça sera les conditions climatologiques de la zone NEPG, et c'est ça qui fera une récolte faible, normale ou abondante. Mais on peut généralement considérer que si un producteur plante davantage de surface, c'est pour produire davantage. Alors, pas pour produire moins. Enfin, il me semble qu'en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Disons que ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est qu'il y a un très fort développement de l'industrie de transformation dans la zone NEPG et en particulier en Belgique. En l'espace de quelques dizaines d'années, la Belgique est passée de
1 million de tonnes transformées, 1 million de tonnes de pommes de terre transformées, à aujourd'hui plus de 4 millions de tonnes de pommes de terre transformées. Alors la transformation, c'est les frites surgelées, c'est les chips. Enfin, C'est principalement les frites, oui. mais c'est Surgelées. les frites surgelées, les flocons, les chips, les spécialités, voilà. Et ce développement de l'industrie européenne a deux vocations. D'abord, approvisionner les consommateurs européens, mais de plus en plus à approvisionner les pays tiers et le marché mondial. Et ce marché-là, il est en plein développement. Il y a deux zones qui sont en compétition pour approvisionner le marché mondial, les États-Unis principalement et l'Europe. Et ce marché se développe énormément vers les pays tiers, vers le Moyen-Orient, vers l'Indonésie, vers la Chine, vers l'Amérique du Sud, des choses comme ça. Et donc, il y a eu un fort développement de l'industrie, notamment en Belgique, lié notamment aussi à la proximité des ports, parce que quand on envoie des pommes de terre transformées, enfin des frites surgelées vers les pays tiers, eh bien, il faut avoir des bateaux à proximité pour les transporter. Alors on va revenir sur le dossier des ports et de la logistique qui est important. Mais Victor, on peut revenir sur les prévisions et nous détailler maintenant sur pays par pays, surface par surface et l'évolution? Oui, vous voulez ça? Oui. Oui. Et nous commençons avec la Belgique. Et maintenant, la Belgique a 60 hectares de pommes de terre. 95 000 95 000 hectares. Oui, oui. Et ça, c'est, comme j'ai déjà dit, une augmentation de 26% contre sur la moyenne quinquennale. Oui, c'est incroyable. Mais c'est nécessaire, hein, parce qu'on a besoin de beaucoup de pommes de terre pour l'industrie transformation. Au deuxième place, naturellement, l'Allemagne. C'est un grand pays avec une augmentation de 3% contre l'année passée. Au deuxième place, en général, dans les 5 pays, c'est la France. Avec la surface Allemagne. La surface en Allemagne. 169 435. 169 000 hectares. Oui. D'accord. Oui. Et pour la France, 260. Alors c'est beaucoup. Voilà. Oui. Parce que pour la Hollande est 64 620. Oui. Alors maintenant, Pays-Bas est le plus petit. Mais comme déjà Alain dit, la récolte moyenne en Hollande est plus haute qu'en Allemagne, par exemple. Parce que les Pays-Bas est un petit pays, nous avons besoin de récoltes hautes. Petit pays, mais gros rendement. Oui. Et le dernier, c'est le Royaume-Uni, avec un peu plus de 100 000 tonnes 500 hectares total. Qu'est-ce qu'on voit en général? Peut-être c'est intéressant. Dans tous les 5 pays, la consommation privée au magasin, ça diminue beaucoup. Avec quelques pourcents par année. Déjà, beaucoup de gens on fait beaucoup de promotions, on fait beaucoup de campagnes, mais quand même, en général, la consommation de pommes de terre frais à table, ça diminue. Baisse de la consommation de la pomme de terre fraîche dans les 5 pays? Oui. Et dans le reste de l'Europe aussi? Oui. On voit même, par exemple, quand je prends mon pays, Pays-Bas, 25% de tous les consommateurs n'achètent jamais des pommes de terre crues. On achète des pommes de terre pelées, frais, ou on achète du purée, ou je ne sais pas. Alors ça est une trend comme déjà 10 ans qui se continue. Mais à l'autre côté, c'est l'industrie qui a besoin énormément de pommes de terre. En principe, on a besoin de 2 kilos de pommes de terre pour produire 1 kilo de pommes frites. Et on a besoin de 4 kilos de pommes de terre pour faire 1 kilo de chips.
Alors, Alain de Kuyker, c'est un paradoxe finalement. La consommation en frais diminue, mais la consommation globale via le transformé augmente. Donc, comment la filière peut s'adapter à ce phénomène? Alors, bon, d'abord, la consommation en frais, c'est vrai qu'elle a tendance à diminuer parce que, bon, pour des questions d'emploi du temps, des choses comme ça, c'est plus facile d'utiliser des produits prêts à l'emploi que des produits, voilà. Maintenant, je pense que pour limiter ça, il y a la promotion du produit est extrêmement importante, la promotion générique des pommes de terre est extrêmement importante, justement pour limiter cette baisse de la consommation de pommes de terre fraîches. Ça, c'est des choses qu'en France on connaît bien. Dans d'autres pays, et pour avoir été en Allemagne il y a quelque temps, ils avaient un peu oublié. Or là, ils sont en train de se poser la question, par exemple, de redévelopper la promotion de la pomme de terre fraîche, justement pour essayer d'endiguer au maximum la baisse de la consommation. Voilà. Donc après, c'est vrai que la consommation globale pomme de terre, en équivalent pomme de terre, on va dire, frais transformés, en Europe est sur une tendance encore croissante. Ça ne durera pas aussi, peut-être ça ne durera pas tout le temps, parce que de toute façon, si on regarde par exemple aux États-Unis, l'ensemble des pommes de terre frais transformées sont en baisse. Alors bon, aux États-Unis, on sait qu'ils étaient sur des consommations qui étaient importantes, mais l'ensemble de la consommation de pommes de terre est en baisse, frais et transformés. Nous, en Europe, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, on est toujours en croissance, donc ça nécessite qu'il y a besoin de plus de pommes de terre en frais et transformés, quoi. Voilà. Donc, vous confirmez, on a toujours besoin davantage de pommes de terre. C'est pas une fuite en avant de produire plus tous les ans. Oui. Nous avons besoin de plus en plus de pommes de terre. Ce sont des pommes de terre différents que les primeurs. Hein. Et on a besoin maintenant pour l'industrie des pommes de terre pendant toute l'année. Alors on a besoin d'un bon stockage et des producteurs qui peuvent fournir 12 mois une qualité constante. Alors c'est un différent autre métier, un autre marché. C'est la même pomme de terre qu'on peut retrouver dans le rayon de mon supermarché que je peux envoyer à l'industrie? Pas du tout. Pas du tout. Alors, pas du tout, et je dirais même de moins en moins. C'est-à-dire que, par exemple, l'industrie des pommes de terre à chair ferme n'en utilise pas ou peu. Voilà. Par contre, c'est un marché, le marché de la chair ferme, en Europe, a tendance à se développer. Il est bien connu en France. Il était plus méconnu en Allemagne ou en Espagne. On s'aperçoit qu'en Espagne, c'est un marché qui a tendance, le marché de la chair ferme, c'est un marché qui se développe. Donc, il y a des, on est sur des variétés différentes, des usages culinaires différents et par exemple, y compris sur le marché du frais, on n'a pas qu'une seule pomme de terre. On a une pomme de terre pour les chairs fermes, on a une pomme de terre destinée plutôt à faire des frites ménagères, on a une pomme de terre pour un peu toutes les utilisations, mais sur chaque marché, on est plus vers une spécialisation par rapport à son utilisation. Voilà. Victor, dans vos prévisions, vous êtes en mesure de trouver la différence entre la destination finale de la pomme de terre, celle qui est pour l'industrie, celle qui est pour le marché du frais? Vous savez ça? Non. La déviation? Dans la prévision, est-ce que vous êtes en mesure de repérer dans les surfaces produites, mises en production, les surfaces destinées à l'industrie des surfaces destinées aux frais? Oui. Un pourcentage, par exemple Oui. Oui. Oh, en total, je pense que c'est 90%, 85% pour l'industrie. Et le reste... Au niveau de la zone NEPG. Oui. Ah oui, la France est... Oui. Alors, en France, on est à peu près à 50% de pommes de terre pour l'industrie. Donc, dans les chiffres qu'on nous a donnés tout à l'heure, sur la zone, 90% à peu près vont à l'industrie, Oui. mais pour la France, c'est plutôt la moitié. Oui, voilà. C'est ça.
Bon, dans les chiffres qu'on a, on peut à peu près estimer qu'est-ce qui va au frais, qu'est-ce qui va à l'industrie. Bon, il y a des variétés qui sont mixtes, pas beaucoup, mais il y en a. On n'a pas de statistiques suffisamment fines pour dire, voilà, il y a autant de chair ferme, il y a autant de pommes de terre de table, il y a autant de pommes de terre... Voilà, là, on est plutôt sur des prévisions à dire d'experts, quoi. Voilà. Maintenant, comment dire, si pour la pomme de terre de table, notamment en France, il y a un gros marché qui est à l'export. Ce marché-là, il est mature également. Si on veut continuer à maintenir ce marché, il faudra... l'aspect compétitivité est extrêmement important, l'aspect qualité est extrêmement important. On s'aperçoit que les Allemands qui étaient peu présents sur les marchés export il y a quelques années le sont plus. Ça veut dire qu'il faut maintenir une pression en matière de compétitivité, en matière de qualité. Il faut aussi aller à la conquête de nouveaux marchés si on veut maintenir ces marchés à peu près au même niveau. Voilà, parce que sinon, ces marchés étant matures, il faudra, compte tenu de l'augmentation des rendements, baisser la production à terme, quoi. Voilà. Je rappelle que la pomme de terre est le produit à l'honneur de cette édition 2017 de Medfel, que demain nous aurons un débat mercredi consacré à la primeur et jeudi à la pomme de terre de conservation. Victor, un des paradoxes aussi, c'est que finalement, on produit beaucoup en France, la moitié de notre production est pour la transformation, mais les usines, elles ne sont pas sur le sol français, elles sont de l'autre côté de la frontière. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est la Belgique qui est énorme avec la production de produits de pommes de terre. Ce sont des entreprises privées. Et là, il y a une grande croissance. Ben, n'oubliez pas, les Allemands font des produits un peu différents, peut-être comme Klösse et Puffer. Mais quand même, c'est aussi une sorte de transformation. Alors, la Belgique, avec 4 millions, le champion depuis les derniers 5 ans. Et Pays-Bas au 2e place et Allemagne à 3e. Et la France, malheureusement, aux dernières places avec une 30 qui diminue chaque année un petit peu moins. Mais ça veut dire que les pommes de terre qui sont cultivées dans le nord vont automatiquement à l'autre côté du frontière. C'est Europe maintenant, hein, et nous parlons du NEPG. Alors pourquoi on est nul en transformation, Alain de Kecker? Disons qu'on n'est pas totalement nul en transformation. Il y a quand même des trop gros opérateurs qui sont installés en France et qui, a priori, sont contents d'être positionnés en France et qui se développent. Donc, je pense qu'on n'est pas totalement nul. Maintenant, c'est vrai que on a assisté dans le secteur de la pomme de terre et de l'agroalimentaire, comme dans tous les secteurs, à une désindustrialisation en France. Il y a des usines qui ont fermé en France et qui se sont construites à l'étranger. Voilà, donc je pense qu'on a un certain nombre de questions à se poser par rapport à ça. Et en ces périodes électorales, je pense qu'il est important de se les poser, que ce soit sur l'industrie agroalimentaire comme sur tous les secteurs. Force est de constater que l'industrie s'est considérablement développée en Belgique. Alors, il y a quand même peut-être une raison à ça, c'est que tout à l'heure, je disais que les marchés mondiaux étaient en croissance, et c'était les marchés mondiaux qui étaient le plus en croissance. Or, pour accéder aux marchés mondiaux, il faut être à proximité des ports. Et quand on dit à proximité des ports, c'est des ports internationaux. Or, en Europe, les 2 plus grands ports internationaux sont situés en Belgique et aux Pays-Bas. C'est Anvers et Rotterdam, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même pas neutre, parce que une des raisons de la croissance de l'exportation vers les pays tiers, c'est le fait qu'il y a énormément de containers qui arrivent dans ces ports-là et qui cherchent des produits pour repartir. Donc il y a des containers disponibles.
Le fret maritime est peu cher, ce qui fait que il y a eu une croissance, notamment due à ça, et c'est quelque chose qu'on appréhende mal et qu'on comprend pas forcément toujours, mais en attendant, c'est un élément essentiel. Il paraît même, Victor, que le Sénégal, qui est un pays qui a des liens très forts avec la France, finalement fait venir ses pommes de terre d'Anvers ou de Rotterdam. C'est ça? Oui, oui, oui. Mais maintenant, nous parlons du pomme de terre frais. Oui. Mais l'Afrique est maintenant une destination très populaire pour les pommes de terre frais. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, Ça changera. Dans quelques ans, on a besoin aussi des produits de pommes de terre. donc pour la production française, il manque la logistique. Il y a les ports là, il y a le port de Dunkerque, il y a le port de Sète, et il y en a d'autres, j'en oublie, le port de Barcelone. Donc il nous manque, on continue à regarder passer les bateaux ou il y a une solution? Enfin, pour être allé visiter certains ports en France, je pense qu'ils sont tout à fait opérationnels et adaptés pour exporter. Par contre, on sait que si on regarde par exemple sur les exportations qui a eu lieu en Espagne ou en Italie à une certaine époque, c'est qu'au début, ces marchés-là étaient considérés comme des marchés de dégagement. Moi, je me rappelle très bien, quand l'Espagne est rentrée dans l'Europe, les producteurs de pommes de terre français étaient très alarmistes parce que la production de pommes de terre en Espagne était très très largement plus importante qu'actuellement et on pensait qu'ils allaient nous envahir de pommes de terre espagnoles. Or, c'est le contraire qui s'est produit. Disons qu'on est d'abord pris l'Espagne pour un marché de dégagement et puis le marché s'est structuré. Il est devenu qualitatif, il est devenu permanent et c'est devenu notre premier client. Je pense que les pays tiers, alors ça peut être le Moyen-Orient, mais ça peut être le Sénégal. Il faut savoir qu'au Sénégal, il y a à peu près 150 000 tonnes de pommes de terre hollandaises qui vont au Sénégal. On ne parle pas de rien. Nous, en France, je ne suis pas sûr qu'on en fasse 20 000, mais voilà. Et tout ça pour une question logistique? Non, je pense pas que ce soit pour une question logistique. C'est pour une question de... D'abord, est-ce que quelque part on est allé à la conquête de ces marchés-là? J'en suis pas totalement sûr. Et c'est aussi une question de qualité. Oui. La France exporte beaucoup de pommes de terre. C'est le premier ou deuxième exportateur du monde, avec une qualité très haute. Hein. Les Pays-Bas est aussi un grand exportateur pour une qualité moyenne. Et au moment, le Sénégal a besoin d'une qualité moyenne. D'accord, c'est un peu ce qui reste après les plants, c'est ça? Oui, la plante de pommes de terre, c'est autre chose. Hein. Non, mais par rapport à l'exportation vers le Sénégal, c'est Les dessus de plan peut-être? les dessus de plants, oui, voilà, je cherchais le mot, c'est ça? Qu'est-ce que c'est supplant? Le C'est, dessus. Support. les gros calibres de plan. Oui, 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 gros calibre, oui. Voilà, c'est ça. Dans le sac de 25 kilos de big bags. Et la France est plus spécialisée avec des exportations pour l'Espagne, Portugal, Italie, avec de qualité pour les pommes de terre frédutables. Haute qualité. Oui, il nous reste une petite dizaine de minutes, on va continuer le débat, mais je rappelle que nous allons tenter de pouvoir dialoguer avec le public. Donc s'il y a des... je ne sais pas comment ça se passe, mais quelqu'un me fera coucou s'il y a des questions. Allô, allô? Non, il n'y a personne qui me fait coucou. Il y a quelqu'un qui me fait coucou? Voilà. Tu t'occupes des coucous s'il y a des questions? Voilà. Donc faites coucou au monsieur. Et nous, on continue le débat entre nous. Mais si vous avez une intervention à faire ou une envie, une question à poser, n'hésitez pas. Oui, il y a quelque chose qui me semble important de quand même rajouter, c'est que, bon, on a parlé d'une augmentation des emblavements de 3,6%, ça peut affoler tout le monde. Je pense que ce qu'il ne faut pas oublier au niveau de la demande de pommes de terre pour l'industrie, c'est qu'elle est en très très grande proportion contractualisée. C'est-à-dire que les producteurs ne plantent des pommes de terre que bien souvent avec un contrat signé. Donc ces pommes de terre-là, normalement, n'interviennent pas dans le marché. Voilà, parce qu'on sait que si la production est trop excédentaire, ça peut avoir des effets très néfastes sur le marché.
La pomme de terre en contrat pour l'industrie, normalement, a très peu d'effet sur le marché, étant donné qu'elle est contractualisée. Voilà. Je vois qu'il y a une question ici à ma gauche. Patrick Trion, producteur de pommes de terre et président du conseil spécialisé fruits et légumes de France Agrimaire. Alors c'est vous qui inaugurez le dispositif des questions du public. Merci pour le droit aux questions, monsieur le rédacteur en chef. Non, ma question concerne éventuellement la promotion et le lien qu'il y a entre les débouchés de bouche ou frais et les pommes de terre destinées à la transformation industrielle à vocation alimentation humaine. On sait que l'innovation va évoluer. Aujourd'hui, on constate avec plaisir un engouement pour le débouché de l'industrie. Je vais citer personne pour ne pas faire de pub. Il n'empêche que l'innovation peut amener à d'autres produits plus intéressants, qui seront plus faciles à mondialiser que la frite, que la chips et autres. Donc je pense que la promotion aujourd'hui que fait notamment le secteur frais et particulièrement en France, a de toute façon des interactions extrêmement positives sur l'ensemble de la filière. Ça, c'est le premier constat. Je voudrais savoir si les intervenants le partagent. Et deuxième question, c'est que cette promotion aujourd'hui, dans la mesure où nos intervenants s'intéressent, et Dieu soit loué, à un phénomène d'évolution de la pomme de terre en Europe, et suivent ces évolutions, notamment statistiques, est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi d'envisager dans un cadre européen, d'avoir, dans la mesure où on imagine des perspectives et il y a une certaine ambition pour la filière, d'avoir un vrai lobbying pour faire en sorte que des fonds européens puissent venir conforter une promotion extrêmement large dans laquelle, bien sûr, la France prendrait toute sa part. Alors, deux questions. La promotion du frais sert au transformé, si je résume bien. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une synergie à trouver? Et deuxièmement, comment renforcer le lobbying de la pomme de terre en Europe? Disons que je pense que la pomme de terre transformée profite des campagnes de promotion de la pomme de terre fraîche en termes d'image. C'est-à-dire que si la pomme de terre est mise en valeur, elle a une bonne image. Et donc, quelque part, quand on sait qu'une frite surgelée ou pas est issue de la pomme de terre, de toute façon, chaque consommateur sait que lorsqu'il consomme une pétale de chips ou qu'il consomme une frite ou il consomme de la purée, transformée ou pas, c'est issu de la pomme de terre. Donc, la promotion de la pomme de terre fraîche profite indéniablement à la bonne image de la pomme de terre et donc de fait à la transformation, au secteur de la transformation de la pomme de terre. Donc il faut aller piquer des sous aux industriels pour financer les campagnes de pub. Après, je pense que ça dépend. Je pense que les industriels, ça dépend des industriels. On sait que si on prend des industriels comme Lamb Weston, comme Avico ou plus comme McCain en France qu'on connaît mieux, eh bien, ils font leur propre promotion. C'est-à-dire que très régulièrement, à la télévision, dans le Tour de France, par exemple, on entend, il y a de la promotion qui est faite par les industriels. Sur la pomme de terre du frais, on est plus sur de la promotion générique. Donc, je pense que avoir une promotion générique sur de la pomme de terre transformée, je ne suis pas certain que ce soit véritablement envisageable. Par contre, qu'il y ait plus de fonds européens qui soient dédiés à la promotion de la pomme de terre fraîche, c'est profitable pour tout le monde. Je sais que c'est compliqué, ça se produit dès lors qu'il y a plusieurs pays qui sont en cause, mais c'est de toute façon bénéfique pour la filière. Victor, par rapport à la deuxième question, le NEPG peut avoir vocation à devenir le lobby européen de la pomme de terre? Non, je ne pense pas. Il
la promotion en général est très, très, très importante pour les pommes de terre frais. Mais ne laissons pas oublier qu'il y a un grand changement aussi pour le catering, hein, et les restaurations dans les pays de NEPG utilisent moins de pommes de terre fraîches. On pris des produits de pommes de terre pelées. Il y a encore les fish and chips en Angleterre qui sont faites de pommes de terre crues. Mais là-bas aussi un changement, moins de pommes de terre frais. Mais promotion est toujours important et je pense qu'en général, pendant les derniers 10 ans, la promotion dans tous les pays était moins que d'avant. Absolument. Est-ce qu'on prend une autre intervention? Oui, monsieur Micro, s'il vous plaît. Vous vous présentez? Oui. Ah, j'entends pas là. Non. Non. Alors, Luc Châtelain, producteur. Voilà. La question s'adresse à Robert. Est-ce que, de son point de vue, le produit transformé est concurrent du produit frais ou est-ce qu'ils sont complémentaires, tout simplement? Victor, c'est pour vous, je crois. Ouais, c'est quelque chose on ne peut pas changer. Maintenant, dans le temps moderne, nous avons besoin de produits avec plus des avantages, plus vite. Alors, ce n'est pas une concurrence, mais quand on mange des produits de pommes de terre, on ne mange pas des pommes de terre frais. Oui, dans ce cas, c'est une sorte de concurrent. Oui, oui, bien sûr. Oui. Merci. Alors, j'ai une question ici. Merci de vous présenter, monsieur. Bonjour, c'est monsieur Kasmi. Le micro, s'il vous plaît. Voilà, comme ça. Bonjour, c'est monsieur Kasmi. Voilà. D'Algérie. Bonjour. Merci. C'est bien. Merci, monsieur. Je voudrais savoir si vos chiffres là, en matière d'augmentation des superficies, donc des productions, concernent la production de semences aussi. Non. Enfin, Non. Ici, c'est que la production, l'emplavement des pommes de terre de consommation, ni fécule, ni plante de pommes de terre. Ok. Oui, alors, donc, oui, continuez. C'est bon? Je voulais savoir. Merci. non, alors Oui. pour compléter un peu la réponse, je pense que dès lors qu'il faut plus de pommes de terre, il faut de fait plus de semences. On estime qu'à chaque fois qu'il y a 10 hectares de pommes de terre supplémentaires, il faut un hectare de pommes de terre de semences en plus. Donc, pour avoir plus de pommes de terre, il faut plus de semences. Et donc là, en France aussi, il y a depuis quelques années un fort développement des surfaces de plants de pommes de terre pour les besoins du marché intérieur, mais également pour les besoins à l'export. J'ai une question ici, s'il vous plaît. Oui, Martin Masseret de l'UNPT. Juste une question pour Victor. Qu'est-ce qu'il pense du marché des produits transformés et de l'évolution quand on voit tous les investissements qui ont été faits en Hollande, en Belgique au cours des dernières années? Comment il voit cette évolution? Est-ce qu'à un moment donné, ça va plafonner, quoi? Ça nous paraît un peu surprenant, ces progressions importantes. Qu'est-ce qu'il en pense? Et quelle est la vision en Hollande sur ce sujet? Oui, quand nous étudions les investissements, ce sont énormes. Aussi, une organisation en Belgique, c'est le Belga POM, qui publie tous les investissements en Belgique. Et là-bas, le dernier an, on a investi 400 millions d'euros pour l'investissement. Et c'est plus que les deux en avance ensemble. Alors, ça veut dire quelque chose. Aussi, dans des autres pays, on voit des investissements. Et c'est incroyable, mais nous ne sommes pas là. Je suis sûr on croit, on va. Le train est encore de 20-25% plus minimal. Mais à un moment donné, de toute façon, le marché sera mature partout. Mais c'est pas demain la veille. Moi, j'ai un chiffre en tête. Je me suis laissé dire qu'en Indonésie,
il se consommait en pommes de terre 100 grammes de pommes de terre par habitant. Nous, on doit être à 30 kilos. Eh oui, il y a de la marge. Voilà. Il y a de la marge. Bien, est-ce qu'il y a une ultime question? Oui. Oui, François-Xavier Broutin, Union nationale des producteurs de pommes de terre, donc c'est l'organisation qui participe aux réflexions du NEPG. Je voulais juste revenir de manière factuelle sur le contexte de cette année. On a parlé de l'augmentation des surfaces de 3,6%. Je voudrais quand même insister sur un peu moins vite, s'il vous plaît. Je voudrais quand même insister sur le contexte climatique dans les 5 pays du NEPG. On a quand même une situation très sèche depuis quelques semaines ou quelques mois sur l'ensemble des 5 pays. Donc certes, on a une augmentation de 3,6% des surfaces. Certes, s'il se met à pleuvoir demain, pendant 2 mois, le discours changera complètement. Mais il est quand même important à ce jour de bien avoir en tête que la situation est particulièrement sèche dans nos zones de production de pommes de terre sur l'ensemble des 5 pays du NEPG. Bien, ça pourrait être le mot de la fin. S'il ne pleut pas, il fera beau. Je pense que, tout ça pour dire que tous les scénarios sont envisageables. Sont possibles, oui. Et c'est vrai que pour l'instant, la sécheresse qui perdure, pour l'ensemble des productions, c'est quelque chose qui inquiète énormément le monde agricole. Bien, merci à tous les deux. Mot de la conclusion, vous revenez l'an prochain? Oui. Volontiers. Eh bien voilà, l'invitation est faite. Merci à tous. Et les productions de pommes de terre du nord de l'Europe sont maintenant inscrites au programme de Medfel. C'était le but. Prochain débat pommes de terre demain sur la primeur. Et le débat qui va suivre, je remets les lunettes, à 16h. À 15h, pardon, excusez-moi. Quelle structuration de l'amont pour répondre au changement d'échelle de la filière bio? Voilà. La parole est au bio à 15h. Merci et en ce qui me concerne, à demain. Au revoir.